merci à tout le monde. Merci aussi à la personne qui a échangé sa place avec nous pour me permettre de présenter plus tôt. Alors, en fait, on présente chacun à tour de rôle et là, c'est mon tour. Donc, c'est ça. Moi, c'est Elisa et donc, on va vous présenter le fruit d'un travail d'analyse. Donc, faire commun et réenchanter le monde avec les deux jeux de société militants que vous avez mentionnés. Alors, d'abord, faire commun. Nous, on a beaucoup travaillé sur Hartmut Rosa et son concept pardon, de résonance. Et il explique que dans ses ouvrages, que faire commun, c'est un processus démocratique réussi qui peut être considéré comme une relation de résonance, c'est-à-dire une relation fondée sur la capacité, la volonté et la pratique d'écouter et de répondre d'une manière autotransformatrice, imprévisible et ouverte. Donc on s'est fondé sur cette définition du commun, il en existe beaucoup, il existe des définitions des communs, du bien commun, nous on a choisi celle-ci. Et donc, on doit aussi également définir la question, le concept de résonance qui est développé par Rosa. C'est un concept qui est assez intéressant. Il part du principe qu'on vit dans un monde en accélération sociale. C'est un constat actuel. Et que pour être en, pour lutter, il faudrait lutter contre cette accélération. Et pour ce faire, il faudrait rendre le monde indisponible, car la disponibilité, le tout disponible, participe à cette accélération sociale. Également, pour lutter contre cette accélération et être en résonance, il faut aussi se rendre en quelque sorte vulnérable, se laisser affecter et affecter son environnement. Alors, le jeu, on s'est rendu compte que le jeu peut être un moyen de faire commun et un moyen de résonance. Pourquoi on en est arrivé à cette réflexion? C'est parce que justement, dans l'éthique protestante du travail, Weber mentionne le jeu comme une perte de temps. Alors que pour Caillois, c'est une pratique qui est fondamentalement collective. Donc il y a une perspective de faire commun avec. C'est aussi une pratique transformatrice, pardon, euh, comme on parle Fink et Henriot. Donc ça nous a travaillé, on a voulu agencer ces concepts et cette pratique de jeu. Alors, le schéma peut faire peut-être un peu peur, mais je vais essayer de le résumer brièvement. Donc, en se basant encore une fois sur les écrits de Rosa, on a essayé de comprendre comment le jeu en soi peut être un moyen d'avoir une relation de résonance. Euh, on part du principe que le carré, alors on voit pas j'ai pas de souris, donc on ne risque pas de voir. Le grand carré gris, c'est justement cette accélération sociale dans laquelle on est. Au sein de ce carré gris, c'est premier encadré de pointillés, c'est l'espace de jeu. Ces pointillés marquent les règles, la légale liberté qui nous permettent d'entrer en jeu. Après, sans rentrer dans tous les détails, on pourrait y revenir dans la période de questions. Euh, Au sein de la pratique de jeu, dans l'espace de jeu, on a deux pôles, deux attitudes dispositionnelles, une attitude de confiance ou de domination. Et l'une mènerait à une relation de résonance, et on va s'attarder dessus, c'est le carré blanc. Dans cet espace-là, on est dans un état d'enchantement, on fait sens, on est affecté, on affecte, et en fait, avec tout cet apprentissage au sein de cette relation de résonance, on peut embarquer tout ça. C'est la période de recouvrement que vous voyez au bout de ces carrés. Donc, ce terme est emprunté à Tolkien. Tout ceci est embarqué pour être ramené dans le monde accéléré qui permet aux joueurs-joueuses de renégocier son rapport au monde. Et donc, c'est ça. On sort, on essaye de sortir de l'accélération. Donc, de manière très théorique. Maintenant, on peut se pencher sur les deux jeux dont on parle. Alors, comment le jeu peut-il devenir un axe de résonance maintenant à faire commun? Le jeu est perçu comme un facilitateur, une pratique de création, un moyen de créer une pratique éthique de l'action politique.
Donc, dans un premier temps, on va s'attarder sur les deux jeux comme une production collective et une œuvre commune. Et dans un deuxième temps, nous allons plutôt nous pencher sur les mécaniques, sur la jouabilité, la négociation et les stratégies qui sont mobilisées au sein de ces jeux, qui sont des moteurs d'une jouabilité résonante. Alors, pour la première partie, donc les deux jeux dont on parle, donc ZAD le jeu et Antifa le jeu, sont issus de processus collectifs et faits par des collectifs. ZAD le jeu est un jeu qui a été créé par des proches de zadistes. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, une ZAD est une zone à défendre. C'est un espace qui est autogéré par des militants et des militantes contre l'installation, par exemple, d'un aéroport ou d'une usine. C'est le cas, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Donc des zadistes se sont installés pour lutter contre la construction d'un aéroport qu'ils considèrent, pardon, comme étant anti-écologique, comme étant euh, capitaliste et non redistributeur pour les populations autour, en plus des nuisances autres comme le bruit, la pollution qui en découle. Et donc, ZAD, le jeu, a été créé par un collectif. Donc, vous voyez, il y a le nom des personnes bénévoles qui sont mentionnées dans le jeu. C'est l'image que je vous ai montrée. Alors, des personnes, des fois, qui ont un pseudonyme, des fois, qui ont un nom, qui ont seulement le prénom, parfois le nom complet. Euh, et c'est aussi des personnes anonymes, des centaines de personnes qui ont financé sur Ulule, la plateforme Ulule, ce jeu. Donc, c'est ça, on a vraiment quelque chose d'un travail de personnes, de petites mains qui font partie d'un collectif plus grand. Pour le cas de Antifa, c'est un collectif antifasciste appelé la Horde qui a participé à à la création de ce jeu. Ensuite, les buts du jeu, on considère qu'ils participent à faire commun, car les deux jeux participent à conscientiser sur des enjeux sociaux. Je vous ai mentionné tantôt, la construction d'un aéroport est dénoncée par ZAD. C'est également la dénonciation des violences policières dans ZAD, et notamment la mention d'un politicien français appelé Valls, qui était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur pendant la construction de cet aéroport. C'est aussi la dénonciation d'un État autoritaire et de la montée des fascismes. Par exemple, dans Antifa, vous voyez, il y a des exemples. Euh, on dénonce, par exemple, l'assassinat de Clément Méry qui a été tué par des néo-nazis. C'est également la dénonciation de marches fascistes dans les rues. Euh, alors, par exemple, les nationalistes viennent tracter sur le marché. Meeting de la présidente du premier parti nationaliste de France, etc., etc. Donc voilà, dénonciation de l'extrême droite et des violences contre les LGBT et les personnes racisées. Troisième point dans ce premier point sur la production collective, c'est la diffusion. C'est intéressant de remarquer que ZAD est un jeu en Creative Commons. Alors, je ne sais pas comment on prononce, CC BY 4. C'est une licence euh, qui permet à toute personne de reproduire le jeu et même de le changer, même à des fins commerciales, à condition que le jeu initial soit mentionné. Donc, les personnes qui jouent et qui l'utilisent peuvent pas mal le remobiliser à leur façon. Il est également disponible en print to play, c'est-à-dire imprimable à la maison. Il fut un temps était disponible aussi en physique, en matériel, mais il n'est plus en vente aujourd'hui. Euh, c'est ça. Et puis, lorsqu'il était en physique, le jeu ZAD, par exemple, était édité par une maison indépendante, par Contrevent. Et Antifa est aussi diffusé par Libertalia, une autre maison indépendante. Donc, je vous ai mis un petit extrait de ZAD en bas. Le jeu est fait bénévolement et tous les bénéfices sont intégralement reversés au comité de soutien aux inculpés anti-aéroports et autres zones à défendre moins médiatisées qui ont eux aussi besoin de soutien.
Avignon, Décide, Morvan, Nice, Val-de-Suse, Bélomonté et d'autres. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment un esprit de solidarité aussi dans la diffusion de leurs ouvrages, de leurs jeux. Deuxième point, je crois qu'il me reste encore un peu de temps, c'est la négociation et les stratégies de ces jeux. Alors, je ne vous ai pas présenté les jeux et c'est le moment de le faire. Vous voyez sur cette image, une image du jeu ZAD avec des jetons, avec des cartes. Donc, ZAD est un jeu où il n'y a pas de carte personnage, vous incarnez vous-même votre personnage, ça c'est intéressant. C'est un jeu qui se fait au tour par tour. Il y a 4 phases par tour. On a d'abord le déplacement des machines de chantier qui sont là pour installer l'aéroport. Ensuite, vous avez l'action de vos actions de joueuse. Et ensuite, s'il y a lieu, une confrontation, c'est-à-dire lorsque vous vous retrouvez face à une machine, il y a confrontation, comme dans la vraie vie, je dirais. Et ensuite, une phase de comptage de points, comptage de nourriture, c'est ça, de vos ressources. Et ce, pendant 10 tours. Et vous avez justement, le but, c'est de repousser ces machines et de gagner du répit. Le jeu Antifa vous avez, pardon, à l'inverse, vous avez des personnages que vous choisissez. Là, vous avez un extrait, vous avez par exemple Momo, Martine, Alex, Nathan, Anna et Samia. En tout, vous en avez 12. Et chaque personnage, alors je ne sais pas si vous, sur grand écran, vous verrez bien, mais chaque personnage a des caractéristiques ou des ressources qu'ils peuvent partager. Par exemple, Martine est syndicaliste, elle a accès aux locaux du syndicat et donc elle peut imprimer des tracts gratuitement. D'autres sont plus promptes à la bagarre, ont plus de chances de gagner à la bagarre. D'autres sont plus bons dans la diffusion sur Internet d'informations. Donc chacun a ses caractéristiques et c'est intéressant de stratégiquement utiliser les ressources de chacun et de les mettre en commun pour des questions d'argent parce que dans le jeu, vous devez gérer les ressources financières et comme un groupe autogéré, comme les groupes autogérés dans la vie réelle, la question des ressources est primordiale. euh, est primordiale. Les deux jeux sont des jeux de coopération. Alors, bien que dans ZAD, il n'est pas mentionné la nécessité de coopérer, euh, il s'avère qu'en fait, spontanément, avant de faire une action, quand vous y jouez, vous demandez à vos camarades autour de la table, vous leur demandez si vous pensez que c'est une bonne action, où est-ce que vous devriez aller, où est-ce que vous devriez plutôt planter quelque chose, est-ce que vous devriez plutôt aller au front et attaquer une machine, est-ce qu'il vaut mieux aller au village, faire l'épicerie par exemple. Donc, mais la coopération est quand même le centre, même si elle n'est pas mentionnée. Dans Antifa, c'est mentionné qu'il faut coopérer. Hmm. Et également, en fait, c'est ça le point, c'est que organiquement, les deux jeux, forcément, on coopère. C'est quelque chose de très organique, cette coopération, puisque les ressources sont communes. Ce serait très malvenu, par exemple, qu'une personne utilise les ressources sans demander au reste du groupe à ce moment-là. Et ça peut justement entraîner euh, des, des, des paroles plus ou moins élevées, plus ou moins fortes. Le volume peut vite augmenter si quelqu'un joue quelque part solo. Ensuite, la question de la négociation, donc ça me paraissait important sur la question d'une question de résonance, parce que la résonance, c'est pas une notion où il n'y aurait pas de conflit. Au contraire, il faut qu'il y ait de la dispute, il faut qu'il y ait du conflit. Alors évidemment, pas au point de fermer les portes, mais il n'y a pas quelque chose de naïf dans la résonance, c'est aussi donc, de négocier entre nous. Et donc ces jeux participent à ça puisque justement, comme je vous disais, on réfléchit ensemble. Par exemple, dans ZAD, vous pouvez être formé à faire du jardinage, vous pouvez être formé à fabriquer des cocktails Molotov, et ça, c'est quelque chose qui se négocie. Qui est-ce qui y va? Qui est-ce qui le fait? Donc, et aussi en fonction d'où vous êtes placé sur le plateau. Qui est-ce qui a plus intérêt à aller récupérer telle ressource? Également, sur la question des stratégies, dans les deux jeux, vous avez des situations événementielles qui vous sont proposées et la difficulté peut être aléatoire en fonction de ce que vous décidez.
Euh, mais dans Antifa, les difficultés sont effectivement, quoi qu'il arrive, aléatoires. Vous voyez, il y a un exemple d'événement et de ce que vous pouvez faire suite à ces événements. Et il faut anticiper les différents tours de jeu pour anticiper justement ces questions de ressources et aussi de fatigue militante. C'est intéressant que les deux jeux considèrent qu'il y a une fatigue militante qu'il faut anticiper. Euh, bon, c'est des choses que j'avais déjà mentionnées. Ah oui, dans Antifa aussi, vous pouvez coupler, comme une réelle formation militante, finalement, ce jeu agit comme ça, puisque vous pouvez coupler des actions, par exemple une manifestation, avec un tractage. Car dans le monde premier, avoir du tractage pour appeler une manifestation, c'est plus efficace que de lancer une manifestation sans tracter. Et le jeu propose ce type de stratégie. Et vous pouvez donc avoir plus de monde à votre manifestation si vous tractez. Il me reste encore un peu de temps. Et donc, en ce sens, ces jeux pourraient contribuer à une formation politique résonante. Il permet de jouer en collectif, il permet de faire des compromis, il permet de la dispute, des concessions. C'est aussi des jeux avec une très grande rejouabilité. Euh, ouais, voilà. Alors, je pense que, excusez-moi, j'arrive au bout de ma présentation. Donc, je vous remercie de votre écoute. On a encore peut-être un peu de temps pour les questions. Puis, j'ai vu que j'avais des collègues qui étaient là. Donc, on serait ravis de répondre à vos questions. Et merci encore. Alors, euh, merci pour ces questions. Alors, effectivement, on n'a pas questionné la question finalement du bagage politique et militant des personnes qui ont joué. Et je vais répondre dans l'ordre. Pour la rejouabilité, alors peut-être si mes collègues veulent me contredire, allez-y. Mais je pense que, par exemple, un jeu comme Antifa est extrêmement rejouable, notamment par des personnes militantes. À partir du moment où la mécanique est comprise, on peut mettre nos propres événements et réfléchir à nos propres stratégies aussi militantes. Enfin, je le concevais comme ça. Je voyais vraiment ce jeu comme une, une mécanique qui est reproduisable avec d'autres thématiques. Euh, c'est ça. Et puis pour deuxième question, oui, le fait de la coopération. Donc oui, c'est ça, on l'a pas questionné. Mais si je peux me permettre donc de sortir de notre travail, je pense que c'est quelque chose qui est souvent inévitable quand les personnes partent pas avec le même bagage justement. Donc, si jamais on veut l'utiliser d'un point de vue euh, de formation, par exemple, il serait intéressant justement d'avant briefer, ça serait accompagner le jeu en fait d'un support pédagogique pour que tout le monde ait les mêmes informations. Alors, c'est les mêmes aussi questionnements qu'on peut retrouver dans plein de milieux sur le fait de prendre des décisions sans être totalement averti de tout ce qui se passe. Donc, c'est ça, ça pourrait s'accompagner. Mais c'est un débat qu'on a aussi dans les jeux et l'éducation et l'enseignement, le fait d'accompagner ça. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Enfin, pour intervention. Oui, je connaissais pas non plus, je pense pas qu'on connaissait non plus ce jeu. Euh, et également, oui, je suis d'accord sur la question de quelqu'un qui lead, mais de toute façon, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, la question de la verticalité, de l'horizontalité, la question des décisions dans les organisations aussi militantes. Et justement, même, je disais, genre, il n'y a pas de bonne façon. En fait, même si une personne pourrait avoir plus aussi de bagages proposés, les jeux proposent aussi d'expérimenter justement sans se risquer à des réels, pardon, à des conséquences judiciaires. Et effectivement, peut-être qu'il n'y a pas de bonne façon aussi des fois d'agir. Peut-être que des fois, en fonction de la dynamique de certains groupes, on peut avoir d'autres solutions, d'autres façons qui émergent. Donc, oui, entièrement d'accord avec ça.
Les parties se sont vraiment faites entre personnes d'Homo Ludens lors de séances de jeux, euh, soit au labo, soit à la ludothèque de l'UQAM. Donc, c'est vraiment participant et observation participante. Après, effectivement, je ne vais pas cacher qu'on n'a pas fait un nombre de parties qui est égal pour pour les deux jeux. Donc, mais ouais, c'est ça. C'est ça, c'est. Et oui, et bien aussi, ça me fait penser, c'est pas forcément, c'est des personnes qui ont l'habitude de jouer aussi. On est sur des personnes qui ont l'habitude de jouer à des jeux, on est aussi sur des personnes qui ont quand même aussi déjà un peu conscientisé sur les enjeux des jeux présentés aujourd'hui. Donc voilà. Alors le jeu, comment on a procédé? Ben, c'était d'abord des prises de notes. Ensuite, c'est ça, des prises de notes, et puis après d'essayer d'en faire quelque chose qu'on vous a présenté. On a beaucoup plus joué à Antifa. Antifa était même lorsqu'on présentait les deux jeux par exemple, au colloque Un jeu que j'ai co-organisé, le jeu Antifa était plus attrayant, on va dire. Euh, Peut-être que ça vient effectivement du design ou je pourrais pas expliquer pourquoi. Peut-être parce que aussi le jeu ZAD était en print to play, donc c'est nous-mêmes qui avons imprimé, découpé. Euh, Peut-être que ça faisait plus de bricolage parce que oui, ZAD, il y a beaucoup de pions, de choses comme ça qui viennent de d'autres jeux puisque c'était en print to play, alors que Antifa est plus conventionnel puisque c'était une boîte. Donc voilà, le jeu que j'ai joué, ça a vraiment été Antifa, où il y a eu plus de plaisir aussi, c'était Antifa. Mais aussi, je tiens à préciser que les deux jeux sont français et qu'on y a joué au Québec. Donc, quand on a la mention de Vals, par exemple, c'est très franco-français. Donc, ça parle moins aussi, et même aujourd'hui, ça parle moins, même si Vals, on ne l'oublie pas. Mais voilà.